Je suis Jean-Christophe Graal, je suis avocat à la Cour depuis une trentaine d'années. J'ai commencé avec l'ordonnance du 1er décembre 1986, donc j'ai eu la chance de connaître toutes les lois, tous les textes qui se sont succédés depuis 1986. Je suis cofondateur du cabinet éponyme Graal et Associés. C'est un cabinet qui compte aujourd'hui une vingtaine d'avocats et nous exerçons dans tous les domaines du droit économique. Le droit de la concurrence avec les pratiques anticoncurrentielles, les ententes, les abus de position dominante, etc. Le droit de la consommation avec les pratiques commerciales déloyales et le droit de la distribution naturellement, sachant que nous sommes tout aussi bien un cabinet de conseil que de contentieux. Je tiens à le souligner, le contentieux n'est pas le parent pauvre de notre cabinet, bien au contraire. Graal et Associés, c'est toutes les semaines, des dossiers qui sont plaidés. Et pour nous, il n'y a pas que les autorités de concurrence, il y a tous les tribunaux, de manière générale, judiciaire, tribunaux de commerce, peu importe. Le droit pénal des affaires aussi, je tiens à le souligner. La semaine dernière, j'étais à Bourges, devant la Chambre des appels correctionnels, dans un dossier quelque peu exotique, puisqu'il s'agissait de défendre une scierie du centre de la France, accusée de déforestation dans l'état du Pará, au Brésil. Donc vous voyez des sujets très éclectiques. Le droit de la distribution, naturellement, et on arrive progressivement au sujet au pluriel du 16 mai prochain. Le droit de la distribution, c'est tout aussi bien pour nous l'organisation de réseaux de distribution type franchise, etc. Dans un cadre européen, puisque nous faisons partie d'un réseau de Best Friends Antitrust Alliance qui irradie sur l'ensemble des pays européens. Et c'est le premier réseau européen d'avocats en droit de la concurrence, dont nous sommes d'ailleurs les cofondateurs depuis un certain nombre d'années. Droit de la distribution, organisation des réseaux, et bien sûr, relations industrie-commerce. Relations industrie-commerce, c'est le droit des négociations commerciales dont on va parler le 16 mai prochain abondamment. En matière de négociations commerciales, notre cabinet est effectivement extrêmement connu puisqu'on suit depuis plus d'une trentaine d'années toutes les négociations commerciales de A à Z, en étant d'ailleurs, dans certains cas, totalement délocalisés dans les entreprises, puisque nous externalisons un certain nombre de nos avocats, de nos collaborateurs, dans un certain nombre d'entreprises. Pendant la période des négociations commerciales. C'est un point important aussi. En matière de négociations commerciales, et c'est aussi quelque chose sur laquelle nous insistons beaucoup, nous avons un institut de formation certifié Calliope, et nous formons chaque année des centaines de commerciaux, que ce soit des responsables compte clés, que ce soit des spécialistes de la MDD ou que ce soit des spécialistes de la logistique. Nous les formons chaque année pendant des webinaires ou en présentiel et plus particulièrement vraiment sur le sujet qui est vraiment le cœur des négociations commerciales, c'est la détermination de ce que l'on appelle au bout du bout le triple net. Donc on est vraiment les mains dans le cambouis et c'est un institut de formation qui marche très bien, sachant que cet institut de formation n'est pas dédié exclusivement au droit des négociations commerciales où c'est de plus en plus cyclique, il faut tout de même le reconnaître. L'institut de formation que nous avons créé au début des années 90, donc il y a quelques années, c'est un institut qui est aussi dédié au droit économique, droit de la consommation, commerce électronique,
et pratiques anticoncurrentielles, enquête de concurrence. Donc Gralet Associés, c'est grosso modo voilà, une bonne vingtaine d'avocats, tous spécialisés en droit économique. Je ne suis pas censé intervenir sur l'alimentaire ou l'agriculture. J'en dirai, si vous me le permettez, tout de même quelques mots. Pour la bonne et simple raison, c'est que je suis assez proche du domaine agricole, par atavisme personnel, que ce sont donc des problématiques que je connais particulièrement bien. Je les connais particulièrement bien parce qu'elles sont véritablement tout au long de l'année, et pas simplement au cours des quelques mois qui précèdent la fin de l'année ou qui suivent le début de l'année, qui sont des problématiques sur lesquelles on va se focaliser. Non. Sur l'amont agricole en particulier, pour notre cabinet et pour mon équipe en particulier, ce sont des sujets que nous traitons, que nous drivons, que nous gérons tout au long de l'année. Et de manière générale, donc l'alimentaire en particulier, puisqu'il n'y a pas, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris aux 2 députés qui président cette commission parlementaire qui a été nommée par le Premier ministre, il n'y a pas de trait de fracture entre l'amont agricole et l'aval alimentaire. C'est faux. Et il faut cesser d'avoir cette discussion manichéenne entre d'un côté j'ai l'amont agricole, le code rural, et en aval j'ai l'alimentaire et le code de commerce. C'est totalement faux, c'est une erreur. Il faut une bonne fois pour toutes, je pense, corriger cette erreur. Je ne parlerai pas davantage de ces aspects-là, même si je suis totalement intarissable sur le sujet, et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Alors comme je ne suis pas trop censé intervenir là-dessus, je vais donc plutôt me focaliser sur tout le reste. Mais finalement, tout le reste, c'est fantastique. Parce que, comme certains le disent d'ailleurs, il n'y a pas que l'alimentaire en France, il y a tous les secteurs d'activité. Et puis par ailleurs, il n'y a pas que les distributeurs en France. Il y a tous les autres maillons de la chaîne économique. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Les distributeurs d'ailleurs, de qui parlons-nous? Des détaillants simplement, c'est une erreur. Et les grossistes, on n'en parle pas. N'oublions pas que les grossistes, c'est l'une des premières conventions collectives de France. Donc les grossistes quincailliers sont aussi concernés. Quincailliers, je n'ai pas dit alimentaire. Quincailliers comme les grossistes pharmaceutiques, comme les grossistes qui interviennent dans le domaine de la distribution des pièces automobiles, par exemple. Il ne faut pas les oublier. C'est un maillon de la chaîne à part entière. Alors, très souvent, on a tendance également à résumer la situation en disant, d'un côté, j'ai les fournisseurs, les industriels, très bien, lesquels, tout domaine d'activité, et de l'autre, j'ai le distributeur, j'ai Leroy Merlin, j'ai Leclerc, j'ai Bricomarché, ou Jouet Club. Non, c'est pas vrai. La discussion, elle doit concerner tous les maillons de la chaîne économique. Et c'est un point important, et c'est un point aussi important sur lequel insiste le gouvernement. N'oublions pas que chacun de ces maillons, ce sont des emplois. C'est une force vive. N'oublions pas que les PME et PMI qui concernent, c'est tous ces échelons intermédiaires, créent de la valeur tous les jours. Emploient plus de salariés que les entreprises du CAC 40 concernées. Donc c'est un point aussi qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle effectivement des négociations commerciales. Les négociations commerciales, souvent effectivement, on les envisage sous le prisme, c'est vrai, alimentaire essentiellement. C'est vrai que lorsqu'on regarde les dernières lois, la loi Egalim 1, 2018, ça fait suite à quoi? Aux états généraux de l'alimentation. La loi Egalim 2, 2021, on vous parle encore de quoi? De l'alimentation et de l'agriculture. La loi
Egalim 3, faussement appelée Egalim 3 parce que ce n'est pas une loi Egalim en tant que telle. La loi Egalim 3, elle s'applique à nous en tant qu'entreprise, en tant que cabinet d'avocats également. Je ne produis pas des carottes, je ne vends pas des boîtes de conserve de petits pois. Et pourtant, je pourrais vous démontrer qu'elle s'applique à nous. Ce n'est pas une loi Egalim. La loi d'escrozaille. La loi sur l'anticipation des négociations commerciales de l'automne dernier, puisque effectivement 2023 aura été une grande année. 2 lois, vous vous rendez compte, les juristes étaient très contents, les avocats encore plus. Mais on parle, c'est vrai, beaucoup d'alimentation. C'est très bien. Souveraineté alimentaire, il faut y croire et il faut poursuivre cet objectif gouvernemental. La seconde table ronde, effectivement, concernera d'autres secteurs d'activité. Le jouet, la puériculture, on intervient beaucoup dans ces secteurs d'activité. L'agrofourniture, l'aménagement du jardin, l'ameublement, la distribution automobile, la distribution pharmaceutique. Est-ce que l'on peut croire que si demain, le projet de loi qui va arriver là, on va dire courant de l'été prochain, si ce projet de loi nous dit, avec une nouvelle loi adoptée d'ici l'automne prochain, la date de clôture des négociations commerciales, ce n'est plus le 1er mars, c'est le 1er février. Est-ce que vous pensez un seul instant de raison que cette modification ne va concerner que les petits pois en boîte ou le paquet de tranches de jambon? Bien sûr que non. Ça va concerner le DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. Mais ça va concerner aussi tous les secteurs d'activité que j'ai évoqués tout à l'heure. Bien sûr qu'on ne va pas commencer à avoir 4 milliards de dates distinctes. Alors, une date spécifique pour l'alimentaire, une date spécifique pour la distribution de pièces automobiles, une date spécifique pour l'agrofourniture, une date spécifique. Mais déjà qu'on a un droit très compliqué. Aller expliquer ça à des confrères étrangers, mais ils se disent, mais attendez, vous êtes tombés sur la tête en France. Allez expliquer ça à des Anglais, allez expliquer ça à des pays plutôt d'obédience anglo-saxonne, qui ne connaissent qu'une seule chose, le droit antitrust. On n'a pas le droit de s'entendre, on n'a pas le droit d'abuser de sa position dominante. Point barre, le reste, vous faites ce que vous voulez. Allez expliquer ça aux États-Unis lorsque vous négociez avec Walmart. Ils se disent, vous êtes tombés sur la tête en France, là, avec toutes vos dates, etc., etc. Ça, c'est le premier point sur la date butoir, parce qu'on en parle et on sait tous qu'il va y avoir une modification de la date butoir en 2025. C'est facile. Et in fine, là-dessus, il y a un accord de principe entre fournisseurs et distributeurs de manière générale. Est-ce que l'on peut croire également qu'il faut créer une sorte de distinction juridique entre l'alimentaire d'un côté et le hors alimentaire pour les pénalités logistiques? Sujet de tous les jours dans les entreprises, parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous avez de nouvelles dispositions, notamment issues de la loi d'escrozaille qui a voulu parachever un système, croyez-vous qu'il n'y ait plus de pénalités logistiques? Mais si, bien sûr, vous avez des armadas de pénalités logistiques dans toutes les entreprises. Ça concerne qui? Ça concerne toutes les entreprises, qu'elles fabriquent des jouets, des produits de puériculture ou que vous soyez dans l'industrie de la mécanique. Ça concerne tout le monde. Pénalité logistique, date butoir, le tarif. Peut-on penser un instant de raison que l'on va dire, alors oui, alors le tarif a une certaine valeur dans l'alimentaire, mais alors attendez, vous là vous vendez des produits d'électronique grand public, vous vendez des appareils photo par exemple, mais alors le tarif là il peut être battu en brèche demain, tout est négociable, etc. Mais non, mais non. Qu'il y ait effectivement une volonté, et je la partage, et je suis même l'un des premiers aficionados de cette volonté, de dire il faut protéger les agriculteurs, protéger les industriels de
l'alimentaire et de l'agroalimentaire, oui. Mais attention, il ne faut pas non plus que les autres industriels qui n'appartiennent pas à ces secteurs d'activité se disent « nous, alors, on est laissé pour compte ». Ça ne peut pas marcher parce que, je l'ai dit pour les pénalités logistiques, je l'ai dit pour la date butoir, mais prenons l'exemple du tarif. Tout le monde parle du tarif aujourd'hui. Est-ce que le tarif doit être négociable? Est-ce qu'il peut être négociable? Est-ce qu'il a encore une valeur? Aujourd'hui, moi, je suis un industriel. Je sais très bien que lorsque je commence mes négociations commerciales, on va me dire « Monsieur Graal, votre tarif, il est magnifique, il a été imprimé sur un super papier glacé, il est fantastique. Alors votre tarif, vous le laissez tomber à côté et on va parler de quoi? On va repartir directement du prix 3 fois net qui a été appliqué l'année dernière et je vous demande, bien évidemment, parce que vous allez être très gentil et que vous avez besoin de moi, parce que dans le monde notamment de la grande distribution, on est sur des marchés oligopolistiques. Regardez, demain, Carrefour, il absorbe, je dirais, Cora Match, Casino, qu'est-ce qu'il en reste? Les magasins, c'est Intermarché, c'est Auchan, qu'est-ce qu'il en reste? On va perdre 2 acteurs. Je vais, in fine, négocier avec combien de centrales d'achat ou de centrales de référencement? 4, 5? Et encore, si j'ai de la chance, uniquement en France. Parce que sinon, on va me dire, Monsieur Graal, prenez donc le Thalys et allez voir à Bruxelles. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de négocier. J'y viendrai dans quelques secondes. Le tarif, quel que soit l'univers produit dans lequel on se situe, quel que soit l'univers des services dans lequel on se situe, il faut une bonne fois pour toutes qu'un texte vous dise, et que vous ayez 10% de part de marché, ou que vous ayez 70% de part de marché, que l'on dise, le tarif, il est issu de l'économie de l'entreprise. Il est issu du résultat des charges fixes et des charges variables de l'entreprise. Il est issu d'un résultat économique qui fait qu'en plus de ces charges, moi, j'ai besoin de dégager de la marge pour investir. Je n'ai pas dit pour rémunérer mes actionnaires, ce qui est en soi, je dirais, parfaitement logique et cohérent, rationnel dans une économie libérale. Mais j'ai aussi besoin de dégager de la marge pour quoi faire? Parce que sans marge, je ne peux pas investir. Et si je n'investis pas, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'innovation. Or, l'innovation, c'est le progrès économique. C'est la source même du progrès économique, et pas uniquement dans la recherche médicale. Je parlais des centrales européennes. C'est un sujet. On dit centrale européenne aujourd'hui, alors on va vous citer par exemple Eurelec. Eurelec, c'est une centrale d'achat. C'est plus de 110 milliards d'euros d'achat annuels. C'est Rewe en Allemagne et en Autriche. C'est Ahold aux Pays-Bas. C'est bien sûr le Galec en France. Tout ça a été délocalisé à l'extérieur des frontières françaises depuis un certain nombre d'années. Les centrales de référencement avaient été déjà délocalisées. Carrefour Worldwide a été à l'origine situé en Suisse. Je ne vous parle pas de ça aujourd'hui, je ne vous parle pas de ça il y a 5 ans, je ne vous parle pas de ça il y a 10 ans, il y a bien avant. Cette centrale aujourd'hui, elle existe toujours et est toujours là-bas. Aujourd'hui, on est passé des centrales de référencement aux centrales d'achat. Toute la négociation commerciale est délocalisée à l'étranger. La jurisprudence administrative, la jurisprudence judiciaire a dit « Oh là là, c'est très mal, vous ne devez pas, je vous condamne ». Vous pensez que ça a fait peur aux grandes structures d'achat? Pas du tout. En 2024, elles existent, oui. En 2025, elles existeront toujours. Moi, je vous garantis qu'elles existeront toujours en 2025 et qu'il y en aura même de plus en plus. Parce qu'on a un droit, malheureusement, qui ne permet pas suffisamment de lutter contre ces délocalisations. Délocalisation, la loi d'Escrozaille, on en parlait tout à l'heure, a clairement précisé le cadre juridique. Et elle l'a très bien fait, c'est très clair dans le Code de commerce. Sauf qu'il faut pouvoir attraire ces grandes centrales de référencement sur le sol français. Et c'est très compliqué, on le sait tous, en dépit des récentes jurisprudences. Et ça ne s'applique pas qu'au secteur de l'alimentaire. Moi, je pourrais vous donner des exemples de centrales d'achat ou de référencement dans le domaine du bâtiment. Et dans le domaine du bâtiment, on est très 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 loin de l'alimentaire. Je pourrais vous donner des exemples dans le domaine du ciment. On est très 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 loin de l'alimentaire. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes dispositions qui s'appliquent. C'est très bien d'avoir fait 2 tables rondes
alimentaire d'un côté et hors alimentaire de l'autre. Mais je pense que vous allez pouvoir créer une passerelle entre les deux, un viaduc, ce sera quasiment le pont de l'île de Ré, parce qu'effectivement, on ne peut pas complètement opposer les dispositions qui s'appliquent à certains univers alimentaires, et d'ailleurs pas tous les univers alimentaires, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne s'appliquent pas, puisque lorsqu'on fait une loi en France, la première chose que l'on fait, c'est laquelle? C'est de tenter de se carapater, de s'en éloigner et de dire « Ah non, non, ça ne s'applique pas à moi ». On le voit sur la contractualisation amont agricole, on le voit sur des clauses qui concernent la révision automatique des prix, la renégociation. On dit « Ah non, mais moi je n'en fais pas partie, c'est beaucoup trop compliqué ». Ça aussi, il faudra qu'à un moment donné, la loi dise « Non, ça s'applique et ça s'applique à tout le monde », sauf si véritablement il y a de vraies exceptions, mais ne pas opposer systématiquement toutes ces dispositions en fonction des secteurs d'activité. Oui, c'est évident que si je vends du ciment, si je vends des pièces mécaniques, par exemple, j'intervenais récemment dans un colloque sur la mécanique, évidemment, on ne va pas parler d'indicateurs de coût de production. On ne va pas parler de clause de révision automatique des prix. Eh bien si, figurez-vous. Je vends du câble électrique. Le câble électrique, c'est quoi? C'est du cuivre, c'est de l'aluminium et c'est une gaine en plastique, plus ou moins robuste en fonction, bien sûr, de la tension électrique. Le cuivre, l'aluminium sont des cours mondiaux. Le plastique, c'est du pétrole. Le baril, il a un cours. Tous les jours, il yoyote. Vous aviez des clauses de révision automatique des prix, de véritables clauses d'indexation dans ce domaine d'activité, bien avant que l'on commence à envisager des clauses de révision automatique des prix dans l'univers de l'alimentaire. Lorsqu'on me dit, moi, ah non, mais les clauses de révision automatique des prix, non, c'est le domaine agricole et le domaine alimentaire. Je dis, attendez, alors, regardez donc ce qui figure dans des conditions générales de vente des grands câbliers mondiaux. Vous allez être étonné. Parce que vous pensez que le prix du câble, il va être le même tous les jours, alors même que le cuivre bouge, l'aluminium, le plastique, le pétrole. Donc vous avez effectivement de vraies passerelles à faire entre ces deux tables rondes, à laquelle je me réjouis de participer.